thèse dans l'équipe fluide. Je fais aussi ma thèse en codirection avec le Politecnico de Turin en Italie. Et j'étudie la reconnexion magnétique et les structures magnétiques dans les plasmas non collisionnels. Donc je vais tout d'abord commencer par la définition d'un plasma. Donc c'est ce qui est appelé plus communément un peu le quatrième état de la matière. Donc vous avez l'état solide, liquide, gazeux. Et lorsqu'un gaz est partiellement ou totalement ionisé, à très haute température, on dit qu'il est à l'état de plasma. Donc les plasmas, ils constituent, on dit, 99% de la matière connue dans l'univers. C'est le constituant quasiment exclusif des étoiles, des nuages interstellaires. Et il est présent donc, dans notre système solaire jusqu'à la magnétosphère terrestre. Sur Terre, il est naturellement très peu présent. On peut le trouver dans les éclairs, dans les aurores boréales. Donc il est naturellement très peu présent, mais il est créé en laboratoire. Donc il y a des centres de fusion où justement des chercheurs essayent de reproduire les conditions de température des étoiles, des conditions de température et de pression donc très élevées. Donc ils font ça soit à partir de la fusion inertielle, qui consiste à impacter de la matière avec un laser très puissant. Donc là on passe directement de l'état solide à l'état plasma. Ou alors ce qui est utilisé, ce sont les réacteurs à fusion. Donc, je parlerai un peu des réacteurs à fusion dans quelques slides. Moi, l'étude que je fais pendant ma thèse, elle s'applique à un certain type de plasma. Donc, ce sont les plasmas, par exemple, des réacteurs à fusion, de la couronne solaire et le plasma qui est dans l'atmosphère terrestre. C'est un type de plasma qui est donc à une très haute température, à une densité relativement faible. Donc, la densité relativement faible, ça nous permet de négliger les collisions entre les particules. C'est-à-dire qu'elles existent, mais elles sont tellement peu fréquentes qu'on va les négliger. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, dans le plasma du vent solaire, la distance que va parcourir une particule entre deux collisions, elle est de l'ordre de la distance Terre-Soleil. Donc c'est une distance qui est très grande par rapport à l'échelle du système auquel on s'intéresse, donc on néglige les collisions. C'est aussi un plasma qui est magnétisé. Donc la trajectoire des particules chargées va voir significativement la présence d'un champ magnétique ambiant et donc va voir sa trajectoire déviée. Donc le mouvement du fluide est un peu dicté par la forme du champ magnétique ambiant et inversement la forme du champ magnétique ambiant est un peu dictée par le mouvement du plasma. Et donc il se crée une sorte de couplage entre les deux. Et ce que j'étudie, moi, c'est un petit peu le moment où ce couplage-là il est brisé, parce que c'est à ce moment-là que peut avoir lieu le phénomène de reconnexion magnétique. Donc le plasma, c'est un fluide qui va conduire du courant électrique, donc c'est un fluide conducteur. Et dans le cas où il est parfaitement conducteur, donc il conduit le courant électrique parfaitement, donc sans aucune perte, sans aucune diffusion, à ce moment-là, on peut montrer que la quantité de flux magnétique qui traverse une surface qui bouge à la vitesse du plasma est une quantité qui est conservée. Et cette conservation, elle décrit un peu le couplage parfait entre la forme du champ magnétique et le mouvement du fluide. Et lorsque ce couplage est parfait, on ne peut pas avoir de modification de la connectivité des lignes de champ. Par exemple, on a un état initial qui a une certaine connectivité. Donc, par exemple, ici, vous avez les lignes bleues et les lignes rouges qui sont parallèles de direction opposée. Et ben, on ne peut pas avoir de reconnexion entre les lignes rouges et les lignes bleues. Par contre, dans un cas non idéal, donc lorsque le plasma est un fluide qui conduit le courant, mais il n'est pas parfaitement conducteur, c'est-à-dire qu'il existe un effet diffusif comme la résistivité ou le gradient de pression, l'inertie des électrons. À ce moment-là, donc, on n'a pas la conservation du flux magnétique à travers la surface, on a une brisure du couplage parfait, et à ce moment-là, on peut avoir un changement de connectivité des lignes de champ. Donc pour décrire un petit peu plus en détail ce qui se passe pendant ce processus, donc c'est un processus qui a lieu lorsque, à l'interface entre deux domaines magnétisés, il existe un effet diffusif. Il suffit que cet effet il soit présent localement, à une toute petite échelle. Donc typiquement, vous avez le couplage parfait dans toute la zone, sauf dans cette petite boîte grise, où à cause de, par exemple, la résistivité, il y a un découplage entre les particules et les lignes de champ. Et donc, la ligne rouge et la ligne bleue peuvent se reconnecter. La ligne qui est nouvellement reconnectée, elle est donc fortement courbée,
et elle va agir un petit peu comme un élastique, c'est-à-dire qu'elle va avoir envie de se décourber le plus vite possible, et elle va faire ça très rapidement et emporter de la matière avec elle au passage. Donc c'est un processus qui provoque une très forte éjection de plasma dans deux directions opposées. Et c'est donc un processus explosif qui peut permettre une conversion de l'énergie magnétique qui est initialement contenue dans le système en énergie cinétique. Donc il y a notamment encore des questions ouvertes au sujet de la reconnexion, comme par exemple comment décrire certains phénomènes, comment décrire théoriquement certains phénomènes explosifs qui sont observés comme des éruptions solaires, comment le modéliser en 3D, ou encore comment est exactement redistribuer l'énergie pendant le processus. Et je passe encore d'autres questions. Donc, un des exemples où a lieu ce phénomène, c'est les éruptions solaires. Donc, je vais commencer par vous montrer une vidéo d'une observation de la NASA. Donc, c'est une observation qui a eu lieu en juillet 2014 d'une éruption solaire. Donc, on voit en fait un plasmoïde qui est éjecté. Et cette éjection de matière, c'est celle qui est due à la reconnexion, justement. Donc, les éruptions solaires, c'est des événements qui peuvent libérer jusqu'à 10 puissance 25 joules. Pour vous donner une idée, 10 puissance 25 joules, ce serait l'énergie, la consommation d'énergie mondiale pendant 20 000 ans. Donc si on arrive à récupérer l'énergie d'une seule éruption solaire, on pourra avoir assez d'énergie sur Terre pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc c'est bien sûr l'événement le plus violent qui a lieu dans le système solaire, et il est dû à la reconnexion. Donc ce qui se passe en fait, c'est que le champ magnétique du Soleil, il va s'échapper par des petites taches sombres, qui en fait sont sombres parce que justement il y a un flux magnétique dans cette zone qui est très élevé et qui empêche la convection de la matière. Et donc elles sont juste plus froides, donc elles sont sombres parce qu'elles sont simplement un peu plus froides qu'une autre partie de la surface. Et ces taches sombres, elles apparaissent souvent par paires de polarités magnétiques opposées. Donc il y en a une qui va avoir un champ magnétique sortant et une qui va avoir un champ magnétique entrant. Et si entre les deux tâches, il y a un effet de diffusion, alors elles peuvent se reconnecter entre elles, la boucle se reconnecte, et on a une partie qui se reconnecte sur elle-même et qui est ensuite éjectée. Voilà, donc c'est un peu un phénomène qui met en jeu donc plusieurs échelles spatiales et temporelles, et ça montre un peu un des défis de la reconnexion. C'est-à-dire que le petit effet diffusif, il a lieu à une échelle spatiale très petite et il provoque une éjection de matière sur des échelles très grandes. Donc un des défis de la reconnexion, c'est que justement, elle demande une compréhension de la physique à plusieurs échelles. C'est aussi un phénomène qui a lieu dans la magnétosphère terrestre. Donc là, à gauche de ce schéma, vous avez le Soleil qui envoie en permanence son flux de particules chargées, donc le vent solaire, et qui porte avec lui les champs magnétiques, le champ magnétique donc son champ magnétique à lui, qui ensuite va rentrer en interaction avec le champ magnétique de la magnétosphère terrestre. Et vous avez un phénomène de reconnexion qui a lieu entre les deux. Donc si j'arrive à faire pause, voilà. Lorsque la reconnexion a lieu, donc vous voyez que la courbure dans cette configuration-là, les lignes vont se décourber vers le nord et vers le sud. Donc ça va permettre un transport de la matière autour de la Terre. Donc c'est un des phénomènes qui dicte un peu le transport de matière autour de nous. Ensuite, donc la matière, elle va être transportée du côté nuit de la magnétosphère et s'accumuler. Donc là, on a une nappe de plasma qui est formée. Et il y a une deuxième zone de reconnexion principale du côté nuit, puisque là aussi les lignes de champ, j'essaie de faire pause, elles sont de direction opposée, ces deux-là. Et la géométrie de la reconnexion du côté nuit, elle est de sorte que les lignes vont se décourber en direction de la Terre. Donc elles vont emmener la matière vers nous. Et une fois que les particules ont pénétré en fait dans les dernières couches de la magnétosphère, il n'y a plus grand-chose qui les empêche de s'enrouler autour des lignes de champ et d'arriver justement au pôle Nord, au pôle Sud, où elles vont ioniser l'atmosphère et former les aurores boréales. Ça provoque aussi des orages magnétiques qui peuvent être un peu problématiques pour des installations sur Terre, des installations où ça peut provoquer des fluctuations électromagnétiques qui rentrent en interaction avec le courant des installations sur Terre. Donc il y a plusieurs missions spatiales qui ont pour but justement d'observer la reconnexion dans la magnétosphère. Je ne vais pas toutes les citer, mais
globalement, vous avez une des missions qui s'appelle Thémis de la NASA. Donc, c'est plusieurs satellites qui volent en formation. Et la distance entre ces satellites, c'est la distance qui détermine un peu la résolution spatiale des observations. Donc, vous avez Thémis de la NASA, Cluster de l'ESA et MMS de la NASA. Et MMS a une résolution incroyablement fine parce qu'ils arrivent donc à observer à une résolution spatiale d'environ une dizaine de kilomètres. Et ils arrivent à résoudre en fait ce qu'on appelle l'échelle électronique. Donc ils arrivent à voir des zones de diffusion de l'ordre d'une dizaine de kilomètres où ils peuvent mesurer la dynamique, comment la dynamique des électrons va contrôler la reconnexion. Et jusqu'à la mission MMS, il n'y avait pas de mission spatiale capable d'obtenir ce genre de résultats-là. Dans la magnétosphère, il y a aussi des structures magnétiques qui sont observées, donc c'est des structures de type vortex magnétique, et qui résultent en fait d'une multitude de reconnexions. Si vous avez une reconnexion qui a lieu en chaîne, alors les lignes de champ elles peuvent se renfermer sur elles-mêmes, et il y a une accumulation de plasma dans ces vortex magnétiques, et c'est des structures qui sont observées comme étant des structures cohérentes, donc qui restent stables, et qui propagent dans la magnétosphère pendant un certain moment. Donc là, c'est par exemple un article où ils ont utilisé des données des satellites cluster. Ils ont observé des vortex magnétiques. Donc le panneau A et le panneau B, ça représente une solution de type vortex, donc c'est les composantes perpendiculaires du champ magnétique. Et la flèche noire, c'est la simulation du satellite qui traverse le vortex et qui mesure l'amplitude du champ magnétique à travers ce vortex. Puis ensuite, ils superposent cette modélisation à des données cluster. Et c'est comme ça qu'ils obtiennent certaines caractéristiques de ces vortex. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu déterminer que ce sont des structures qui sont observées comme étant principalement des structures 2D, qu'elles ont un diamètre d'environ une centaine ou plusieurs milliers de kilomètres. Voilà. Au-delà du secteur spatial, c'est la reconnexion magnétique, c'est aussi elle a aussi un impact sur le domaine de l'énergie, donc sur celui de la fusion thermonucléaire. Donc la fusion, c'est donc la fusion d'atomes légers. Donc là, ce sont des isotopes de l'hydrogène qui fusionnent en un atome d'hélium, donc plus stable. Et donc on peut en tirer de l'énergie. Et l'énergie qui est tirée de la fusion, elle est nettement supérieure à celle qui est tirée de la fission nucléaire, donc ce qui se passe dans les centrales nucléaires actuellement. Et en plus, elle produit plus d'énergie, mais elle ne produit pas de déchets radioactifs. Donc a priori, ça pourrait être une très bonne alternative à la fission. Sauf qu'il faut reproduire les conditions de température qui sont celles des étoiles, parce que c'est une réaction qui a lieu au cœur des étoiles. Donc pour ça, ce qui est utilisé, ce sont les réacteurs à fusion, comme les tokamaks. C'est une structure creuse en forme de tore, dans lequel le plasma est mis en rotation et chauffé à très très haute température. Et pour éviter en fait que le plasma s'exporte au bord de la structure, parce qu'aucune structure ne pourrait supporter en fait une telle température, pour éviter qu'il s'exporte, il est confiné par le champ magnétique. Et le problème, c'est que ce champ magnétique, on aimerait qu'il ait une forme parfaite, une forme d'ellipse autour du plasma, sauf qu'il est soumis à des phénomènes, des petites micro-reconnexions qui détériorent en fait ce confinement. Donc ça, pour vous donner une idée, c'est une vidéo d'une simulation qui a été faite sur une section poloïdale, où on voit donc en fait que la composante poloïdale du champ magnétique. Et on aimerait que ces lignes de champ, elles restent bien embriquées les unes dans les autres, mais malheureusement, elles sont soumises au phénomène de reconnexion. Et on a des petits vortex, des îlots magnétiques, donc qui sont appelés des îlots dans le domaine de la fusion, mais c'est exactement le même type de structure que ce que je viens de montrer dans la magnétosphère, sauf que dans la fusion, ils appellent ça des îlots. Et donc, elles viennent en fait repousser la partie chaude du plasma au bord de la structure, et donc il se crée une sorte de mélange entre le plasma chaud, le plasma froid, et ça détruit le confinement. Voilà, donc maintenant les structures, elles sont capables elles sont conçues pour ne pas être impactées par des problèmes majeurs dus à la reconnexion, mais il y a toujours des petits problèmes mineurs qui font qu'on n'arrive pas à maintenir le processus pendant longtemps. On arrive à faire de la fusion, mais on n'arrive pas à la maintenir, et donc pour l'instant, ça demande plus d'énergie que ça n'en produit. Donc tous ces petits exemples de reconnexion, ça avait un peu pour but une sorte de mise en contexte du phénomène. Moi, pendant mon travail de thèse, je n'étudie pas, disons, un type de reconnexion en particulier. J'essaye pas de reproduire un type de reconnexion, mais je m'intéresse vraiment
au phénomène en lui-même à travers la modélisation. Donc pour la modélisation des plasmas, il y a disons, plusieurs familles de modélisation. Il y a ceux qui utilisent les modèles de la magnéto-hydrodynamique. Il y a ceux qui utilisent les modèles cinétiques, donc qui sont des modèles qui solvent donc les équations de Vlasov, donc qui sont très très complets, mais qui sont aussi très coûteux numériquement. Moi, je fais partie de la branche de ceux qui utilisent des modèles bifluides. Donc c'est un peu un compromis entre la MHD qui en fait elle suppose que le plasma est un seul et même fluide. Donc c'est plus complet que la MHD, mais c'est pas aussi complet que l'approche cinétique, mais c'est plus simple, disons. Donc c'est un bon compromis, disons. Et mes équations, c'est typiquement celle de la dynamique des électrons et des ions. Donc vous avez l'équation de continuité, l'équation du mouvement des particules, puis les équations de Maxwell qui vont relier le potentiel magnétique, le potentiel électrique. La motivation principale de ce travail, c'est justement l'existence de nouveaux modèles qui ont une description plus complète et qui comportent d'autres effets. Et moi, mon travail, c'est un peu de voir qu'est-ce que ces nouvelles contributions dans les équations, elles apportent à la théorie de la reconnexion. Donc, par exemple, un des effets qui est contenu dans les modèles que j'étudie, c'est l'anisotropie de température. Donc, c'est une distribution anisotrope de la température. Et cette anisotropie, elle est observée dans le plasma de vent solaire. Donc ça, c'est des observations de la mission spatiale MMS, où on voit qu'ils ont mesuré donc la température parallèle et perpendiculaire. Le plan perpendiculaire, c'est le plan où la reconnexion a lieu. Et on voit qu'en fait, ces températures-là, elles évoluent pas de la même façon. Une autre chose qui est inclue dans ce modèle, c'est qu'on considère une échelle microscopique. Donc nous, notre échelle caractéristique, c'est le rayon de l'armor sonique. Le rayon de l'armor sonique, c'est donc vous avez une particule chargée qui va tourner autour d'une ligne de champ magnétique. Et si elle tourne à la vitesse du son, alors son rayon de gyration, c'est le rayon de l'armor sonique. Ce rayon de l'armor sonique, il est, par exemple, dans la MHD, il est considéré comme étant négligeable. En fait, il est très petit parce que la MHD donc, se situe à une échelle standard L qui est beaucoup plus grande. Et nous, on est situé justement à cette échelle-là. Donc, on observe ce qui se passe à une échelle microscopique. Avec ce modèle-là, j'ai d'abord étudié la stabilité des vortex magnétiques. Donc, c'est une étude qui a été faite principalement analytiquement, uniquement analytiquement en fait. Donc on a étudié la stabilité de cette solution, qui est une solution pour le potentiel magnétique, dont le contour plot est montré ici. Donc ce sont des courbes d'isopotentiel, et le champ magnétique il est tangent à ces courbes-là. Donc il est représenté par les flèches. Et on a étudié donc les conditions analytiques pour que cette fonction-là soit stable, donc pour que les vortex magnétiques restent stables. Et c'est des conditions qui vont dépendre des paramètres physiques, justement comme l'anisotropie de température, la vitesse du plasma, etc. Donc on a utilisé des outils issus de la mécanique hamiltonienne, mais je ne vais pas rentrer dans des détails techniques. Un deuxième projet, c'était l'étude d'une instabilité qui s'appelle l'instabilité de Tearing, qui permet de passer d'une configuration, donc c'est une instabilité qui est assez standard quand on étudie la reconnexion. Ça consiste en prendre un équilibre de ce type-là avec des lignes de champ parallèles de direction opposée et une interface entre les deux où la reconnexion peut avoir lieu, où un effet diffusif va être important. Et on regarde les conditions pour passer en ajoutant une petite perturbation à cet équilibre-là, on regarde les conditions pour passer à une situation reconnectée. Donc le principal objectif, c'était de dériver le taux de croissance de cette instabilité, qui est une estimation en fait du taux de reconnexion, donc du taux de flux magnétique reconnecté par unité de temps. Et voilà, donc c'était une étude qui était principalement analytique, et on a comparé notre résultat, donc on a obtenu une formule pour ce taux de reconnexion, qu'on a comparé à des simulations. Donc là, vous voyez le taux de reconnexion, les courbes c'est la formule théorique en fonction de l'anisotropie de température, et puis les petits points, c'est des simulations numériques pour donc plusieurs familles de points pour des rapports entre l'énergie thermique et l'énergie magnétique différents. Voilà, le travail en cours, c'est maintenant l'implémentation numérique d'un nouveau modèle qui va inclure d'autres effets. Donc, il contient l'anisotropie de température, mais il inclut aussi d'autres effets qui sont des effets importants à l'échelle du rayon de l'armor électronique. Donc, c'est vraiment une échelle très petite. Typiquement, dans le plasma du vent solaire, le rayon de l'armor électronique, il est mesuré comme ayant des valeurs de l'ordre de 10 km, quelque chose comme ça.
Donc le rayon de l'armoire, c'est le rayon de gyration d'un électron s'il se déplace à la vitesse thermique, dont l'expression est donnée ici. Et donc là, je viens de finir l'implémentation numérique de ce modèle-là. Ça, c'est une simulation numérique qui a été effectuée avec ce code, où on voit justement le contour plot du potentiel magnétique. Donc ces lignes sont des courbes d'isopotentiel et le champ magnétique est tangent à ces courbes-là, et on voit la formation. Donc vous avez la reconnexion qui a lieu ici, puis la formation d'un vortex. Et les premiers résultats, pour l'instant, ça donne qu'on a une formule théorique dans le cas où le rayon de l'armoire électronique n'est pas considéré comme étant négligeable. Donc, quand il est très petit, on a une formule théorique. Par contre, quand on prend en compte ce rayon de l'armoire, on est obligé d'avoir une approche numérique parce que les équations sont un peu plus compliquées. Donc la formule théorique, elle est en accord avec nos premiers points. Puis ensuite, ce qu'on a observé pour l'instant, c'est que l'effet du rayon de l'armoire électronique non nul a un effet stabilisant sur la reconnexion. Et donc, elle va réduire le taux de reconnexion. Voilà, donc ça, c'est le travail que je fais actuellement à Turin, en Italie. Et voilà. Merci de votre attention. Alors, je vais arrêter mon partage et regarder dans le chat. Voilà, donc merci à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Can I ask by audio? Yes, sure. It's about the missions, actually. So just to understand, these are they are orbiting Earth. It's a satellite that, Yes. and they kind of cross where this magnetic reconnection happens. It's the same altitude or not really? And are they like the equipment affected by this reconnection and kind of it's bad for them? I don't know if you know about this stuff, but just curiosity. So yeah, unfortunately, I'm not really aware of all the details about the observations, but yes, they are orbiting Earth. So there are several magnetic reconnection sites on the day side and on the night side, but it also happens in the equatorial plane or in other regions. And when they cross a region, when they have some ideas of what is an indication of reconnection, and when they cross a region where they will notice a certain evolution of the magnetic field, then they look in more details at these measures. I don't know if it answers your question. And about the fact that the satellites would be affected by the reconnection, I don't know. I think the solar wind is actually dangerous for satellites, but I think they have thought of this and they are well protected, I guess. Ok. Donc on a une question d'Alexis. Lors de la reconnexion entre des lignes de champ de direction opposée, ces lignes de champ opposées correspondent bien à deux champs magnétiques différents. Alors, disons que ça peut être deux domaines magnétisés au sein d'un même plasma. Ça peut être deux plasmas différents. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas avoir de modification de la topologie du champ magnétique initial. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle des points X où justement la reconnexion a lieu. Quand on part d'un état initial où il y a un certain nombre de points X, si le plasma est parfaitement conducteur, alors on ne peut pas changer ce nombre de points de reconnexion. Donc si on démarre avec une situation où les lignes de champ ne sont pas reconnectées et elles sont parallèles non reconnectées, alors on ne peut pas modifier leur connectivité, entre guillemets. C'est vraiment une notion de topologie du champ. Et donc, oui, ça peut correspondre à deux champs magnétisés différents, ou oui, ça correspond, on va dire, à deux champs magnétiques différents. Ensuite, on a une question de Bertrand. La reconnexion magnétique peut-elle conduire à des éjections de matière relativistes, voire hyper-relativistes? Oui, il me semble que oui. En fait, je pense que
comme c'était montré dans ma dernière slide, il y a aussi de la reconnexion magnétique qui a lieu dans les noyaux actifs de galaxies ou pour les pulsars, et je pense que ça peut mener justement à des accélérations relativistes. On a une question de Philippe. Y a-t-il d'autres types ou exemples de reconnexion magnétique dans le système solaire? Dans le système solaire, je réfléchis. J'ai pas d'autres exemples en tête dans notre système solaire, si ce n'est que justement la reconnexion dans la magnétosphère et celle qui a lieu dans la couronne solaire. J'ai pas d'autres exemples en tête. Ensuite, on a une question de Yannick. Y a-t-il des modèles MHD qui incluent la physique plasma à l'endroit de la reconnexion localement, groupe Saint-Andrews? Est-ce suffisant pour reproduire ce que tu étudies ou faut-il absolument un modèle bifluide? Alors disons que la MHD, elle peut décrire un plasma comme étant un seul et même fluide. Et on peut avoir un effet diffusif qui est la résistivité, donc la MHD résistive. Il y a aussi le modèle qui est la MHD électronique, où on considère que justement c'est un seul et même fluide, mais c'est le fluide des électrons, où on peut avoir, je pense, un effet diffusif qui est dû au tenseur des pressions électroniques. Donc la MHD, elle peut décrire effectivement la reconnexion. Voilà. Donc oui, ça peut. Et d'ailleurs, les premières études de la reconnexion ont été faites avec la MHD résistive. Est-ce suffisant pour reproduire ce que tu dis? Alors, justement, la MHD, elle prédit un taux de reconnexion qui est trop faible par rapport aux observations. Et d'ailleurs, on peut pas vraiment il s'avère qu'on ne peut pas vraiment dire que l'effet diffusif est dû à la résistivité, parce que pour considérer la résistivité, il faut considérer que le plasma est collisionnel. Ce qui crée la résistivité, c'est les collisions entre les particules. Et en fait, il s'avère que la plupart des plasmas spatiaux ne sont pas collisionnels. Donc c'est pour ça que la MHD résistive, elle a très vite été un peu mise de côté. Julia dit comètes. Oui, je pense que si les comètes elles ont un champ magnétique, alors ça peut arriver, mais à mon avis, je sais pas si les comètes ont des champs magnétiques. Du coup, est-ce que tu dis ITER est voué à ne pas fonctionner? Je sais pas. C'est une bonne question. Normalement, d'après les prédictions, il devrait fonctionner, il devrait produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Mais à voir. Ce serait en tout cas une très bonne nouvelle si ça fonctionne. Je pense que j'ai pas loupé de questions. Non, d'accord. Ok, donc je vais passer la parole à Julien. Et merci encore de votre attention.